Il existe un silence qui n'existe que dans les endroits trop beaux pour se sentir en sécurité. Bellarose était imprégnée de ce silence. Tout brillait. Les verres à vin, les couverts, la bougie unique sur chaque table, les cliquetis étouffés et les murmures des premiers clients créaient une atmosphère paisible. Mais pour Evelyn Blake, assise seule à la table 9, le calme était une mise en scène. Et ce soir, elle en était l'actrice principale. Elle plia la serviette en tissu avec la précision d'un chirurgien, jeta un coup d'œil à son téléphone. 19h16. À l'origine, il s'agissait d'un dîner de networking, une dégustation privée préparée par un chef composé de 6 plats. Son partenaire parisien dans le domaine des biotechnologies devait être assis en face d'elle pour discuter d'une éventuelle expansion en Europe. Mais une tempête de neige à Charles de Gaulle avait cloué son avion au sol. Le maître d'hôtel avait proposé d'annuler. Evelyn avait refusé. « Servez la dégustation quand même », avait-elle dit. « Je resterai ». Au moins, elle sauverait cette soirée qui n'était pas dictée par les invitations du calendrier et les résultats trimestriels. 15 minutes de calme, c'est ce qu'il lui avait promis. Puis le premier plat arriverait et elle pourrait au moins prétendre que cette soirée lui appartenait. Mais à 19h27, son monde bascula. Evelyn, elle connaissait cette voix, douce comme de la soie, tranchante comme une lame. Elle leva les yeux. Lucas Sterling se tenait à quelques mètres d'elle, la main posée légèrement sur le dossier de la chaise en face d'elle, celle qui était censée être vide. Son costume de créateur épousait une silhouette trop soignée pour être le fruit du hasard. À côté de lui se tenait une grande blonde aux lèvres trop rouges et au regard trop indifférent. Evelyn lui adressa un sourire cordial. « Lucas, je ne m'attendais pas à te voir ici », dit-elle. Puis elle fit un geste autour de lui, toujours en train de profiter de ses dégustations en solo. Avant qu'elle n'ait pu répondre, la femme à côté de lui se pencha juste assez pour lui souffler avec condescendance. « Tu es Evelyn Blake. »« La PDG et Lucas », ricana-t-il entre ses dents. « Mon ancienne fiancée, il y a longtemps. Nous étions tous les deux différents à l'époque. Certains plus que d'autres, » répondit Evelyn froidement. Lucas pencha la tête. « Toujours marié à ton travail, je vois. » Elle garda son sourire. « Toujours allergique à la responsabilité, je vois. » Il rit, touché. Le maître d'hôtel apparut avec des excuses sur les lèvres, mais Evelyn lui fit signe de s'en aller. Elle n'allait pas se laisser escorter hors d'un endroit qu'elle avait réservé. Il lui restait 12 minutes avant que son chauffeur ne revienne. Elle pouvait survivre à cela. Lucas, bien sûr, ne partit pas. Il tira une chaise à la table voisine, parlant juste assez fort pour être entendu. « Je veux dire, on ne peut pas lui en vouloir », dit-il à sa compagne. Une femme comme elle doit projeter une image de force. La solitude devient une stratégie. Evelyn serra plus fort le pied de son verre de vin. Son esprit répétait des répliques. Mais ce n'était ni un tribunal, ni une salle de réunion. C'était un champ de mine. Puis, « Excusez-moi, monsieur, cela vous dérange ?» Une petite voix, douce, curieuse. Une petite fille, âgée d'à peine 5 ans, s'était éloignée de l'entrée pour se diriger vers la table d'Evelyn. Ses boucles châtains rebondissaient, tandis qu'elle s'approchait sur la pointe des pieds. Elle désigna l'orchidée épinglée sur la robe d'Evelyn. « C'est joli », murmura-t-elle. Evelyn cligna des yeux. Lucas haussa un sourcil. « C'est à vous ?»« Non », répondit une voix calme derrière la fillette. « Elle a juste bon goût. » L'homme qui venait de parler était grand, large d'épaules, vêtu d'une combinaison bleu marine avec un modeste écusson de concierge sur le devant. Sa présence ne cadrait pas avec la pièce, jusqu'à ce que l'on regarde ses yeux. Toujours clairs, le genre d'yeux qui ont vu le pire et ont appris à rester gentils malgré tout. « Je suis désolé », dit-il doucement, en posant une main sur l'épaule de la jeune fille. « Mais ne les interrompons pas, ce n'est pas grave », dit Evelyn, se surprenant elle-même. Elle regarda à nouveau l'homme. Il hocha la tête avec courtoisie. « Nous avons été invités par le chef cuisinier. »« Marco », dit-il. Il fallait tester la carte des desserts. « Marco est toujours là ?» demanda Evelyn. « Oui. » L'homme sourit. « Un vieil ami. Tout comme moi, » murmura-t-elle. Il y eut un moment de silence. Puis Lucas prit la parole derrière elle. Quelle coïncidence. Un PDG dînant à côté de testeurs de desserts. Evelyn l'ignora. Elle regarda la fille, puis l'homme. « Cela vous dérangerait-il » demanda-t-elle lentement. « De vous joindre à moi quelques minutes ?» L'homme l'observa, sentant qu'il y avait plus derrière cette demande. Il jeta un coup d'œil à Maisie, qui regardait Evelyn avec de grands yeux, puis se tourna vers lui en lui tirant la main avec espoir. Il sourit. « Seulement s'il y a du pain. Elle est en pleine phase baguette. » Evelyn se leva et désigna la chaise vide. « Il y a plein de pain. » Ils s'assirent. Le serveur, perplexe mais professionnel, apporta 2 couverts supplémentaires. Evelyn n'osait pas regarder Lucas, mais elle sentait que l'ambiance avait changé.
Le scénario avait changé. Elle dit donc à l'homme « Je m'appelle Evelyn ». Il lui tendit la main. « Gavin, et voici Maisie ». Maisie fit un signe de la main, tenant une petite cuillère en bois qu'elle avait sortie de son petit sac à main. Lucas ne put s'empêcher de réagir. PDG et concierge. Oh, c'est une nouvelle stratégie de marque. Gavin se tourna vers lui. Calme, stable, pas sur la défensive, juste authentique. Je crois au travail honnête, dit Gavin. Je nettoie les sols. J'élève aussi une fille qui dort en sécurité grâce à cela. Ce ne sont pas les titres professionnels qui assurent la sécurité des gens, c'est le caractère qui le fait. Lucas cligna des yeux un instant. Interdit. Gavin ajouta « Ce qui est drôle avec les enfants, c'est qu'ils sentent beaucoup plus vite que les adultes qui méritent leur confiance. » Il se pencha et coupa le pain pour Maisie. Evelyn vit en temps réel l'énergie dans la pièce se modifier. Ce n'était ni bruyant, ni dramatique, mais décisif. Elle respira à nouveau. Le serveur apporta l'amuse-bouche. Evelyn jeta un coup d'œil à son téléphone. 19h33. Son chauffeur arriverait dans 6 minutes. Lucas s'éclaircit la gorge. Eh bien, cela a été très instructif. Nous devrions y aller. Evelyn leva légèrement son verre. Bon appétit. Lucas et sa compagne disparurent vers le vestiaire. Alors que le serveur commençait à verser le deuxième vin, Gavin se pencha vers elle. J'espère que je n'ai pas dépassé les bornes. Evelyn secoua la tête. Tu m'as sauvé à plus d'un titre. Maisie, qui grignotait maintenant une pâtisserie sans sucre, leva sa cuillère en bois. Tu es jolie. Evelyn sourit. Tu es très courageuse. Et dans cet échange tout en douceur, quelque chose se mit en place. Pas bruyamment, pas soudainement, juste en toute sécurité. Alors qu'ils se levaient pour partir, Evelyn marqua une pause. Accepterais-tu de faire semblant d'être mon petit ami pour le reste de la semaine ? Gavin haussa un sourcil. Faire semblant. Evelyn sourit, vive et claire. Juste assez pour tenir les loups à distance. Je demanderai à mon avocat général de rédiger quelque chose d'approprié. Ce n'est pas une question d'image, c'est une question de protocole. Il l'étudia un instant. Si tu cherches un accessoire, je ne suis pas la personne qu'il te faut. Mais si tu as besoin de quelqu'un en qui un enfant peut avoir confiance, je le ferai correctement. Elle acquiesça d'un signe de tête, comme pour sceller un accord que seul comprenait. Alors que Gavin prenait la main de Maisie, Evelyn sortit son téléphone. « Nadia, rédige-moi un mémo sur la conduite à tenir ce soir. » Et c'est ainsi que le premier domino tomba. Gavin Hale ne posa aucune question lorsqu'Evelyn Blake ouvrit la portière passager de son élégante voiture noire et leur fit signe, à lui et à Maisie, de la rejoindre. Il attacha simplement sa fille, prit place au milieu et dit « Alors, où faisons-nous semblant de nous être rencontrés ?» Evelyn ne sourit pas. Pas encore. Sa voix était calme, délibérée. « Tu as déjà cédé ta place à l'opéra pour que je n'aie pas à m'asseoir à côté d'un membre du conseil d'administration qui me détestait. » Gavin haussa un sourcil. « Créatif ! J'avais 25 ans et je pensais encore que la galanterie était un jeu de pouvoir. Tu m'as prouvé que j'avais tort. Je fais ça parfois. » Le silence s'installa. Le ronronnement de la voiture remplissait l'espace entre eux jusqu'à ce qu'une petite voix s'élève depuis le siège arrière. « Tu vas vraiment être son petit ami toute la semaine ?» Gavin se retourna, écartant une boucle du front de Maisie. « Seulement si elle accepte mes règles pour l'heure du coucher. » Evelyn eut un petit rire. Cela la surprit, si doux et humain, comme si une petite partie de son armure s'était détachée. Maisie sourit. « Tu ris joliment. » Evelyn cligna des yeux, ne sachant pas trop comment réagir. « Merci. On ne me le dit pas souvent. Peut-être que les gens ne regardent pas bien, dit Maisie, qui avait déjà perdu tout intérêt et traçait des cœurs sur la buée de la vitre. Pendant un instant, la voiture devint autre chose. Ce n'était plus le véhicule d'un PDG, ni une crise sur roue, mais une petite bulle de pèse en mouvement. Lorsqu'ils arrivèrent au coin près de Riverside, Evelyn demanda au chauffeur de s'arrêter. « Prenons une minute, dit-elle. Comment pensez-vous qu'Evelyn devrait utiliser ce moment ? En gardant le silence ? En prenant la parole ? En prenant des risques ? J'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires. » Ils sortirent dans l'air nocturne, encore chargé de l'odeur de la pluie. Une enseigne néon clignotait à proximité, et de quelque part dans le quartier venait le faible bourdonnement du jazz qui s'échappait d'un bar de nuit. Gavin ajusta la veste de Maisie. Evelyn remarqua la façon dont ses mains bougeaient, sûres, prudentes, expertes. Il y avait là une douceur née de l'habitude, pas d'un effort. Elle hésita, puis dit « Tu n'as pas semblé surpris à Bellarose. » Il haussa les épaules. Les gens comme Lucas lancent des mots comme des couteaux. Il suffit de décider si on va les renvoyer ou les laisser tomber par terre. Evelyn le regarda. « Et tu as choisi le sol. C'est parfois là que la vérité atterrit le plus facilement, dit-il. » Maisie
tira sur sa manche. « Papa, on peut manger une pizza ?» Il sourit. « Toujours. » Evelyne cligna des yeux. « C'est maintenant que la pizza est la meilleure. » Alors ils le firent. Une part, 3 assiettes en carton et pas d'appareil photo. Maisie s'assit entre eux sur le trottoir, balançant sa jambe sauce sur son menton. Gavin déchira sa croûte en 2 et l'offrit à Evelyne. Elle hésita, puis la prit. La tomate laissa une tache sur son poignet blanc. Et, pour une raison quelconque, elle rit à nouveau. Le son était plus léger cette fois-ci. « Vraiment ? Tu ne fais pas ça souvent, n'est-ce pas ?» demanda Gavin en la regardant pencher la tête vers le lampadaire. « Tu manges sur le trottoir ?» Il acquiesça. « Pas depuis l'université. » Elle sourit faiblement. Depuis, tout n'était que serviettes en lin et conversation mondaine. « Peut-être as-tu simplement oublié comment respirer l'air normal, dit-il. « Peut-être. » Maisie bâilla et s'appuya contre le bras d'Evelyne. Le poids était léger mais surprenant. Evelyne se figea pendant une demi-seconde, puis se détendit lentement, laissant l'enfant rester là. Sa voix baissa. Elle fait trop facilement confiance. Le ton de Gavin s'adoucit, ou peut-être c'est-elle simplement quand elle est en sécurité. Ils restèrent assis là pendant un moment. 3 personnes, des inconnus liés par un accident de timing ridicule, partageant une pizza bon marché sous un lampadaire cassé. Cela n'aurait dû rien signifier, mais c'était le cas. Quand ils sont finalement revenus à la voiture, Maisie était à moitié endormie, serrant sa cuillère en bois comme une relique. Gavin l'a soulevée avec précaution pour l'installer sur le siège arrière. Evelyne s'est tenue près de la porte ouverte. « Cette soirée était censée être un désastre », a-t-elle dit doucement. « D'une certaine manière, tu as fait en sorte que cela ressemble à Grace. »« Je n'ai rien fait, » répondit Gavin. « Je ne me suis simplement pas enfui. » Elle l'observa, son calme, sa simplicité. « Tu n'as pas demandé d'argent. »« Je te l'ai dit, si tu veux une séance photo, appelle quelqu'un d'autre. Mais si tu as besoin de quelqu'un de vrai, quelqu'un en qui une enfant de 5 ans peut croire, je le ferai correctement. » Elle acquiesça lentement. Alors 1 semaine, juste le temps de ralentir ce que Lucas raconte à la presse. Gavin croisa son regard. 1 semaine. Il déplaça légèrement Maisie. « Et quand cette semaine sera terminée, je ne sais pas, » admit-elle. « Mais pour l'instant, j'ai juste besoin que ça tienne. » Gavin acquiesça légèrement. « Alors tenons bon. » Quand Evelyne remonta dans la voiture, elle resta immobile pendant un long moment avant de prendre son téléphone. « Nadia, » dit-elle dès que la communication fut établie. « J'ai besoin que tu rédiges un mémorandum sur la conduite personnelle ce soir. Pas de communication de relations publiques, pas de bêtises romantiques, juste le respect de l'éthique, la récusation, la surveillance et une transparence totale. » À l'autre bout du fil, Nadia resta silencieuse pendant un instant. « Tu es sûre ?»« Oui, là, » répondit Evelyne. « Si je veux survivre à cela, ce sera en montrant la vérité. » Elle raccrocha. Alors que la voiture avançait, la ville défilait en flou derrière la vitre, se fondant en ligne, la pluie continuant de brouiller l'air. Evelyne regarda une dernière fois derrière elle. Gavin se tenait sous le réverbère, tenant Maisie, sa petite main serrant toujours la cuillère en bois. Et pour la première fois depuis des années, Evelyn Blake n'avait pas l'impression de faire preuve de force. Elle était simplement forte. Et d'une certaine manière, cela lui suffisait. Ce dimanche matin à Central Park ne ressemblait pas à une réunion de travail. Cela ressemblait plutôt à une seconde chance, en basket et sous le soleil. Evelyne s'assit sur un banc, les jambes croisées, son ordinateur portable à la main, ses talons hauts remplacés par des chaussures plates, son armure habituelle, ses tailleurs sur mesure et ses tons neutres. Une attitude trop formelle semblait inappropriée pour cette réunion. Nadia lui avait envoyé le brouillon il y a seulement 30 minutes. Evelyne l'avait déjà lu 2 fois, mais tenait toujours l'écran comme s'il pouvait la mordre. De l'autre côté de l'allée, Gavin poussait Maisie sur une balançoire. Chaque arc était d'un rythme parfait, haut, bas, haut. Sa main ne manquait jamais un battement. La petite fille riait, ses cheveux rebondissant comme un ruban de lumière. Evelyne les regarda plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Lorsque Gavin arrêta enfin la balançoire, Maisie sauta et courut vers Evelyne avec un petit sac en papier blanc à la main. « Nous avons apporté des muffins », dit-elle avec un grand sourire. Evelyne sourit sincèrement. « Laisse-moi deviner. » Myrtille. Maisie secoua la tête. « Des pépites de chocolat, parce que les myrtilles sont des menteuses. » Evelyne haussa un sourcil. « Elles ont l'air sucrées, mais elles sont toujours acides », expliqua Maisie d'un ton neutre. Gavin rit en arrivant derrière elle. On ne peut pas contester l'expérience vécue. Il tendit à Evelyne un café qui ne provenait pas d'une chaîne. Sur le manchon, on pouvait lire « Duncan and Grove », un petit café indépendant de Brooklyn où elle n'était pas allée depuis des années. « Je me souviens que tu en as parlé au dîner », dit-il. « Ils ouvrent toujours tôt. » Evelyne cligna des yeux.
Elle ne se souvenait pas en avoir parlé, mais lui s'en souvenait clairement. Ils s'assirent. Maisie tournoyait sur l'herbe à proximité en fredonnant. Evelyne tourna la tablette pour que Gavin puisse voir. « Voici la note de conduite », commença-t-elle. « Le directeur juridique l'a rédigée vendredi soir. Ce n'est pas un contrat. C'est une garantie de conformité. » Gavin lut sans rien dire. Ses yeux bougeaient avec précaution, comme ceux de quelqu'un habitué à repérer ce que les autres ne voient pas. Elle poursuivit d'un ton professionnel. « Il reconnaît que vous n'êtes ni un employé ni un sous-traitant d'Aurélia, qu'il n'y a aucune relation financière. Il m'empêche formellement de prendre toute décision qui vous concerne directement ou indirectement. Il confie également la responsabilité de la surveillance à un cabinet juridique externe afin de garantir la transparence et d'éliminer tout conflit d'intérêts. » Il acquiesça. « C'est logique. Il y a également une clause concernant l'exposition médiatique. Vous avez le droit de refuser toute apparition publique ou tout commentaire. C'est important, surtout après vendredi soir. » Elle ne mentionna pas le nom de Lucas. Elle n'en avait pas besoin. Gavin leva les yeux. Ce n'est pas une mauvaise idée. Les garde-fous aident les gens à rouler plus droit. Evelyne pencha la tête. Vous ne semblez pas surpris par tout cela. J'ai travaillé dans suffisamment de systèmes pour savoir que lorsque les choses sont rendues publiques, l'opinion publique prend le pas sur la politique. Cela la frappa plus fort qu'il n'aurait dû. Êtes-vous d'accord pour signer ? Demanda-t-elle doucement. Il la regarda. Il la regarda vraiment, sans sarcasme, sans jugement, juste avec une sorte de clarté que la plupart des gens passent leur vie à rechercher. « Je suis d'accord avec tout ce qui protège ma fille, » dit-il. « Et si cela te protège des vautours comme ton ex, je le signerai 2 fois. » Elle expira, soulagée. « Alors, faisons-le. » Ils se penchèrent tous les deux sur l'écran et signèrent d'un trait de stylet sur le parchemin numérique. Pas de prétention romantique, pas de faux contrat de rencontre, juste 2 personnes qui s'accordaient pour protéger ce qui comptait le plus. La vérité, la sécurité et les débuts fragiles de quelque chose qui n'était pas encore défini. Alors qu'il terminait, Maisie se glissa à côté d'eux, serrant un petit objet dans sa main. « Attendez, dit-elle sérieusement. Je veux vous donner quelque chose. » Gavin la regarda. « Chérie, ce n'est pas nécessaire. » Maisie était déjà en train de presser une petite cuillère en bois dans la paume d'Evelyne. Elle était lisse et légère, usée par l'usage, du genre de celle que l'on trouve dans une boîte de bricolage pour enfants ou dans la trousse de relaxation d'un thérapeute. Evelyne la tint délicatement. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» Maisie balança ses jambes. « Quand j'ai peur ou que je suis nerveuse ou quand les gens parlent trop fort, je tiens ça. Ça aide mes mains à se rappeler que je suis en sécurité. » Gavin ajouta doucement. Cela faisait partie de sa thérapie post-traumatique. Après le décès de sa mère, son conseiller lui avait enseigné des rituels d'ancrage. Maisie sourit. « Tu peux l'emprunter, car tu avais l'air effrayée vendredi. » Evelyne eut la gorge serrée. Elle n'avait pas pleuré en public depuis les funérailles de sa mère, ni lorsqu'elle avait été trahie par Lucas, ni lorsqu'elle avait défendu son entreprise devant 12 actionnaires impitoyables. Mais cette fois, elle craqua. Elle posa sa main sur celle de Maisie. « Merci, j'en prendrai bien soin. » Maisie acquiesça solennellement. « Je te fais confiance. » Gavin ne dit rien, mais ses yeux brillaient. Pendant un instant, tous les 3 se contentèrent de respirer. La cuillère reposait dans la paume d'Evelyne, légère, insignifiante et pourtant plus lourde que la plupart des promesses qu'elle avait faites. Elle regarda enfin Gavin. « J'ai une réunion du conseil d'administration lundi matin. Nous présenterons cela comme un accord éthique temporaire. Si quelqu'un pose des questions, nous dirons exactement ce que nous nous sommes dit. Ni plus, ni moins. » Gavin acquiesça. La vérité vaut mieux que la fiction de toute façon. Ils se levèrent. Gavin prit la main de Maisie. Evelyne glissa la cuillère en bois dans son sac à main comme si elle était en verre. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, aucun d'eux ne remarqua l'homme de l'autre côté de la rue. Manteau beige, long objectif, appareil photo qui cliquait juste au moment où Evelyne se penchait pour dire quelque chose à Maisie. Clic. Evelyne qui rit. Clic. Gavin qui la regarde avec un demi-sourire. Clic. Maisie qui tourne près du banc. À 60 mètres de distance, ce moment ressemblait à une famille. 2 heures plus tard, Lucas Sterling était assis à l'arrière d'un SUV noir, parcourant l'email que son assistant venait de lui envoyer. En pièces jointes, il y avait 3 photos en basse résolution et un message. Dimanche matin, Central Park. J'ai pensé que tu voudrais voir ça. Lucas sourit, tapota le bord de son téléphone d'un air pensif, puis murmura « Je t'ai eu ». C'était le genre de soirée dont les New-Yorkais parlent toujours, mais qu'ils vivent rarement. Un ciel doux strié d'ambre,
Une brise assez légère pour transporter l'odeur de l'ail et du fromage fondu des pizzerias qui croyaient encore en la croûte, comme le faisaient les grands-mères italiennes. Gavin était assise en tailleur au bord du trottoir, une énorme part de pepperoni savamment pliée dans une main, l'autre main tenant une assiette en carton qui ployait sous le poids. À côté de lui, Maisie était perchée sur un bac à fleurs en béton, donnant des petits coups de pied avec sa petite jambe déjà recouverte de sauce sur la joue. Evelyne, PDG d'une entreprise de biotechnologie multimillionnaire, était assise entre eux sur le trottoir, essayant d'éviter que l'huile ne coule sur son pantalon en lin. Elle échoua. « Oh non !» marmonna-t-elle en tendant la main. Une traînée de sauce tomate barrait ses doigts et son poignet. Maisie gloussa. « Tu ne t'y prends pas comme il faut. Je fais de mon mieux, » dit Evelyne en s'essuyant la main sur une serviette. Gavin lui proposa son aide. « Tu n'es pas censé faire de ton mieux, » dit Gavin avec un sourire. « Tu es censé t'abandonner. » Une pizza comme celle-ci ne répond pas à une stratégie. Evelyne lui jeta un regard en coin. « Je ne suis pas doué pour abandonner. » Il prit une bouchée de sa part. « Je vois ça. » Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes, entourés par le bruit de la ville qui, pour une fois, ne les dérangeait pas. Des voitures passaient, des gens riaient à proximité. Et quelque part dans le quartier, un saxophoniste jouait l'intro de « What a Wonderful World ». Gavin s'est penché en arrière, les coudes sur la table, regardant les étoiles s'éteindre une à une. Maisie s'est léché les doigts. Papa dit que la pizza est la nourriture de la trêve. Evelyne a haussé un sourcil. La trêve. Oui, a répondu Gavin avec désinvolture. Chaque fois qu'on a eu une journée difficile, que quelqu'un est en colère ou qu'on est juste fatigué d'essayer trop fort, on mange une pizza sur le trottoir. Pas de règles, pas de discussions interminables, juste manger et respirer. Elle baissa les yeux vers sa part à moitié mangée, puis regarda la rue. Ça fait humain, admit-elle. Gavin pencha la tête. C'est le but. Maisie appuya sa tête contre l'épaule d'Evelyne, visiblement en train de se détendre. Evelyne ne bougea pas. Elle ne voulait pas briser ce moment. « Vous faites ça souvent ?» demanda-t-elle à Gavin. « Pas autant que je le voudrais. »« À cause du travail » répondit-il avec un petit rire. « À cause des factures. » Il y avait quelque chose dans sa voix. De la sérénité. Pas d'amertume. Mais derrière cela, Evelyne sentait un homme qui avait réorganisé sa vie pour s'accrocher à ce qui comptait vraiment. Et ce genre de sacrifice ne venait pas de la théorie. « Vous avez fait du bon travail avec elle » dit-elle. Gavin regarda sa fille. « C'est la meilleure chose qui m'ait jamais été confiée. » Evelyne ravala la boule qui lui montait à la gorge. Après un moment, Gavin rompit à nouveau le silence doux. « Vous savez, j'ai une règle de 10 mots que j'enseigne à Maisie. C'est en quelque sorte la devise de notre famille. » Evelyne se tourna vers lui. « Dis-moi. » Il s'essuya les mains avec une serviette, puis parla lentement, comme si c'était important. « Protégez les gens d'abord, et nous serons tous gagnants à la fin. » Evelyne laissa passer un moment. La simplicité, le poids, la clarté. « C'est bien, » dit-elle, presque surprise par l'impact que cela avait eu sur elle. « Ça marche pour les enfants de 5 ans et les PDG, » ajouta-t-il avec un clin d'œil. Evelyne rit. Elle rit vraiment cette fois-ci. Pas de comédie, pas de calcul, juste le genre de rire qui commence dans le ventre et monte avant que vous ne puissiez l'arrêter. Cela prit Gavin au dépourvu. Il sourit comme s'il venait de débloquer un niveau secret d'un jeu auquel il ne savait pas qu'il jouait. Alors que la nuit avançait et que la pizza disparaissait, Gavin porta Maisie jusqu'à la voiture. Elle somnolait déjà, la tête blottie contre sa clavicule. Evelyne ouvrit la porte et lui fit signe de la laisser s'asseoir à côté de la fillette endormie. Il hésita, puis lui tendit doucement Maisie. Evelyne la tint comme quelque chose de rare et de fragile. Maisie ne bougea pas, elle se contenta de pousser un profond soupir de satisfaction. Le trajet fut silencieux, les lampadaires clignotaient dans la nuit. Gavin regardait par la fenêtre. Evelyne regarda la petite fille blottie contre elle, une petite main agrippée à l'ourlet de sa manche. Elle ne savait pas comment ni quand cela s'était produit, mais quelque chose en elle avait changé. Elle n'était pas brisée, mais adoucie. Et ce n'était pas seulement à cause de Gavin. C'était la petite fille, la cuillère, la confiance. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'immeuble de Gavin, il tendit la main pour prendre Maisie, mais Evelyne hésita. « Je peux la porter ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Il la regarda un instant, puis acquiesça. Elle sortit prudemment, Maisie toujours endormie dans ses bras, et marcha aux côtés de Gavin dans les escaliers. L'intérieur de son appartement était petit mais chaleureux, avec des livres soigneusement empilés sur des étagères ouvertes, un canapé en cuir usé, une photo de Maisie et d'une femme qui devait être sa mère, souriant sous un arbre en automne.
Evelyne posa doucement l'enfant sur un petit lit de jour près de la fenêtre. Gavin la couvrit d'une couverture. Evelyne s'attarda. « Elle est en sécurité », acquiesça-t-il. « C'est la seule chose qui m'importe. » Evelyne se retourna pour partir. Alors qu'elle atteignait la porte, la voix de Gavin la retint. « Tu n'as pas besoin de rester dans le feu pour prouver que tu es forte. » Elle se retourna vers lui. Il ajouta. « Parfois, la force consiste à s'éloigner avant d'être brûlé. » Ses yeux se posèrent sur les siens. Et pendant une seconde, ils eurent l'impression d'être hors du temps. Deux personnes qui avaient survécu à l'incendie, immobiles, apprenant à supporter la chaleur sans se laisser consumer. Elle partit sans un mot. Plus tard dans la nuit, de retour dans son appartement-terrasse, Evelyne se tenait pieds nus dans la cuisine, mangeant le dernier morceau de pizza restant dans une assiette en carton. Son téléphone vibra. C'était Julia, la responsable des relations publiques. Objet, problème potentiel dans les données cliniques signalées par Karen. Evelyne sentit sa poitrine se serrer. Elle ouvrit la pièce jointe. C'était une capture d'écran du dossier d'un patient de phase 2. Une petite ligne était entourée en rouge. Le critère d'évaluation secondaire était interprété comme une réduction de la fréquence des incidents plutôt que comme un taux d'occurrence. La différence semblait mineure, mais dans les essais cliniques, mineur pouvait signifier tout. Evelyne posa son assiette. L'euphorie de la soirée s'estompa. La cuillère dans son sac à main lui semblait soudain plus lourde qu'au parc. Elle regarda la ville et expira. Demain, le pare-feu serait activé. Le lundi matin au siège d'Aurélia était comme d'habitude une succession d'appels urgents, d'expressos, de chaussures à vapeur, de cliquetis sur la pierre polie et de voix parlant en acronyme. Mais derrière la paroi vitrée du bureau d'Evelyn Blake, le rythme était plus lent, plus réfléchi. Elle se tenait près de la fenêtre, tenant un récit imprimé sur un patient, une seule page. Mais son langage la tourmentait. Ce n'étaient pas les données qui la dérangeaient, c'était l'histoire qui entourait ces données. Et dans la recherche clinique, c'est dans les histoires que les préjugés s'insinuent discrètement. Son téléphone vibra. Gavin était dans le hall. « Faites-le monter », dit-elle à l'assistante. Quelques minutes plus tard, il entra, non pas en combinaison, mais en jean foncé propre, chemise boutonnée, et avec cette même assurance tranquille qui lui allait comme une seconde peau. Il regarda son bureau avec un détachement poli, observant le tableau blanc, les schémas des voies moléculaires, le mobilier en acier brossé. Elle lui fit signe de s'asseoir à la petite table de conférence. « Je sais que vous n'êtes pas statisticien, dit-elle, mais j'aimerais que vous lisiez quelque chose pour moi en tant que personne extérieure. » Il s'assit. Elle lui tendit le récit. « Pas de chiffres. Contentez-vous de lire le texte. Dites-moi ce que vous en pensez. » Gavin le parcourut une fois, puis le relut plus lentement. La patiente est une bibliothécaire de 42 ans. Fatigue chronique, hypertension légère, pratique régulière d'une activité physique, paye ses factures à temps. Principale aidante de sa nièce. Il s'interrompit, le front plissé. Evelyne attendit. Finalement, il leva les yeux. « Vous le voyez aussi, n'est-ce pas ?» Elle acquiesça. « Dites-le quand même. » Il désigna la phrase. Cette phrase démontre une fiabilité financière et une implication dans la communauté, suggérant une aptitude à l'expansion du crédit. Evelyne croisa les bras. Cette ligne est censée aider l'IA à déterminer le risque thérapeutique pour les patients sensibles au coût. Mais on dirait une demande de prêt. Elle part du principe que si vous payez vos factures à temps, vous êtes prêt à en assumer davantage. C'est exagéré en finance et dangereux en médecine. Elle expira, soulagée. Violation de la validité du concept. Qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque la mesure ne correspond pas au concept. Nous essayons d'évaluer la résilience au traitement, mais cette logique établit un lien entre le paiement des factures et la capacité à tolérer un risque de dosage accru. Gavin rendit le document. Elle est peut-être une excellente patiente, ou elle est peut-être à deux doigts de l'effondrement à cause d'une augmentation de loyer. Les algorithmes ne voient pas cela. Depuis l'embrasure de la porte, une autre voix se joignit à la conversation. C'est exactement pour cela que le regard humain reste important. Le docteur Karen O'Neill entra dans la pièce. La blouse blanche de la directrice médicale d'Aurélia flottait derrière elle comme une cape. Ses boucles grisonnantes étaient attachées avec une précision chirurgicale. « J'ai vu le même rapport ce matin », dit-elle. « Je l'ai signalé à l'équipe clinique. Mais vous l'avez remarqué aussi. » Evelyne fit un geste vers Gavin. « C'est vrai !» Karen pencha la tête. « Vous avez une formation en soins aux patients. » Gavin hésita. « Avant !» Karen le regarda longuement, mais ne posa pas de questions. Au lieu de cela, elle hocha la tête. Bon instinct et bonne décision de l'avoir fait venir. Evelyne. Evelyne lui adressa un petit sourire reconnaissant. Elle comprit bien que ce moment où deux femmes haut placées dans le domaine des biotechnologies écoutaient les commentaires d'un concierge
n'était possible que parce que Gavin ne s'était jamais comporté comme s'il avait quelque chose à prouver. « Cela vous dérangerait-il, dit Karen, que je partage cette découverte avec notre équipe d'audit externe ?»« Je vous en prie, » répondit Evelyn. « Et s'il existe d'autres récits similaires, je veux qu'ils soient mis en quarantaine, jusqu'à ce que nous ajustions le modèle. » Karen partit d'un signe de tête vif et Evelyn se tourna vers Gavin. « D'accord, » dit-elle. « Maintenant, je dois vous poser la question. Que faisiez-vous avant ?» Il haussa légèrement les épaules. « Je supervisais des essais cliniques pour une start-up qui n'existe plus. Pourquoi êtes-vous parti ?» Il regarda par la fenêtre, car finalement, ce n'était plus une question de patience. Et je me suis promis que si je faisais à nouveau partie de quelque chose, je préférerais balayer les sols en toute honnêteté plutôt que de participer à des réunions basées sur des manipulations. Evelyn n'insista pas. L'atmosphère entre eux était trop chargée d'histoire, dite ou non. À ce moment-là, son téléphone vibra à nouveau. Un message de Julia, sa responsable des relations publiques. Lucas divulgue des informations. Un blogueur financier vient de publier un article anonyme laissant entendre que vos données d'essai présentent des zones d'ombre sur le plan éthique. Vous voulez que je réponde ? Evelyn serra les mâchoires. Elle tendit le téléphone à Gavin. Lucas ne se contente pas de lancer des coups. Il répand des rumeurs et attend que la caisse de résonance fasse le reste. « Que comptez-vous faire ?» demanda Gavin. « Je ne sais pas encore. » Il acquiesça, puis se leva. « Bon, je ferais mieux d'y aller avant que quelqu'un des RH ne décide que vous hébergez un consultant déguisé. » Evelyn l'accompagna jusqu'à l'ascenseur. Il la regarda une dernière fois avant que les portes ne se referment. « Si tu as encore besoin de moi, que ce soit pour tes yeux ou tes oreilles, n'hésite pas à me le demander. » Elle ne le remercia pas, mais son expression le fit à sa place. À midi, l'équipe des relations publiques avait commencé à limiter les dégâts. Rien de direct, juste des messages positifs subtils programmés pour détourner l'attention. Mais Lucas n'en avait pas fini. À 15h45, Evelyn reçut une demande de rendez-vous de la part d'Elliot Grant, membre conservateur du conseil d'administration, toujours sceptique quant à son leadership, surtout lorsque les émotions entraient en jeu. Objet, brève vérification, préoccupation concernant l'image publique. Il ne perdit pas de temps lorsqu'elle entra dans son bureau. « Cette histoire avec le concierge », dit-il sans lever les yeux de son bureau. Cela a déjà soulevé des questions. Elle a été traitée dans un mémorandum sur la conduite personnelle, entièrement révisé par un avocat externe. Il n'y a pas de violation de la politique. C'est une question de perception, Evelyn, pas de politique. Il ne s'agit pas de règles. Il s'agit de l'image que cela renvoie. Et avec le gala de collecte de fonds dans 2 semaines, il leva enfin les yeux. Je vous conseille vivement de réduire au minimum vos apparitions publiques avec Monsieur Hale. Evelyn eut un pincement au cœur, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce que cela commençait. La pression lente et délibérée de choisir l'image plutôt que le fond, le statut plutôt que le caractère. « J'apprécie votre contribution, dit-elle d'un ton neutre. Ne vous contentez pas de l'apprécier, l'avertit Elliot. Agissez en conséquence. Cette entreprise ne peut pas se permettre de sentimentalisme. » En quittant son bureau, elle sortit la petite cuillère en bois de son sac à main et la fit tourner lentement dans sa main. Ce n'était pas du sentimentalisme, c'était de la lucidité. Elle ne savait pas ce qui les effrayait le plus. La pluie rendait toujours New York honnête. Elle effaçait le maquillage des gratte-ciels, transformait les trottoirs brillants en confessionnaux glissants et faisait remonter à la surface toutes les odeurs de la ville, comme la vérité qui s'élève dans le silence. Evelyn se tenait sous l'auvent du Marriott Courtyard, les bras croisés, les cheveux légèrement crépus sur les bords. Il était tard. Le dîner avec ses associés avait duré plus longtemps que prévu et son chauffeur avait dû changer d'itinéraire en raison d'un passage souterrain inondé. Gavin lui proposa de la raccompagner dans sa Subaru cabossée. Elle avait hésité, mais elle se tenait maintenant avec lui sous le doux crépitement de la pluie, attendant que le pire passe avant de se précipiter vers le trottoir. Il ne parlait pas. Pas encore. Il s'appuya contre l'un des piliers de pierre, les mains enfoncées dans les poches de sa veste humide au niveau des épaules. Pas de parapluie, juste du calme. Finalement, Evelyn rompit le silence. « Tu ne poses pas de questions. » Gavin jeta un coup d'œil sur le côté. « Tu veux dire ce soir ?»« Je veux dire jamais, dit-elle. Même quand Lucas a traîné ton nom dans la rumeur, même quand Elliot a fait cette suggestion à peine voilée la semaine dernière, il sourit à peine. Je trouve le silence plus utile que la défense. Pourquoi ? Il réfléchit un instant. Parce que les gens entendent ce qu'ils veulent entendre. Se défendre leur donne souvent un scénario pour te réécrire. Evelyn s'appuya contre le pilier opposé, l'imitant. Tu as dit que tu travaillais dans la recherche clinique. Il acquiesça.
Que s'est-il passé? La pluie tambourinait plus fort. Gavin leva les yeux vers le ciel, puis les reporta sur elle. « Tu es sûr de vouloir la vraie réponse? Je ne demande pas de fioriture. » Il expira par le nez, lentement et régulièrement. « J'étais conseiller clinique pour une start-up de Boston. Une équipe brillante, de bonnes données. Au début, elle l'observait attentivement. Ils avaient mis au point un nouveau traitement pour une sous-catégorie rare d'auto-immunité. Les premiers résultats semblaient prometteurs, mais lorsque nous sommes passés à la phase 2, les critères d'évaluation secondaire n'ont pas tenu. Ce n'était pas catastrophique, juste gênant. Evelyne sentit son estomac se nouer. « Ils ont donc modifié le langage, dit-il d'un ton neutre, récompensé les rapports de symptômes, reclassé les raisons d'abandon, adouci les registres d'événements indésirables. » Elle ferma les yeux pendant une demi-seconde. Elle connaissait ce jeu. Trop d'entreprises y jouaient juste assez pour passer inaperçues. « Je l'ai signalé, » continua-t-il. « J'ai rédigé un rapport complet à l'équipe d'éthique interne, dans l'espoir que mes préoccupations soient examinées, » murmura Evelyne. « Et ils m'ont remercié pour ma diligence, puis m'ont discrètement écarté de toute supervision des essais. En moins de 2 semaines, j'ai été informé que mon contrat de consultante ne serait pas renouvelé. » Sa voix était à peine audible. Les retombées du lancement d'alerte. Il acquiesça d'un signe de tête. Ils ont envoyé une note juridique si hermétique qu'elle a vidé la pièce de tout son air. Accord de confidentialité, indemnité de départ, clause de non-dénigrement. L'avez-vous accepté? J'avais un emprunt immobilier et une femme malade. Je l'ai accepté. Les yeux d'Evelyne clignèrent. Votre femme. La mâchoire de Gavin se crispa. Elle avait besoin d'accéder à un protocole expérimental. La même entreprise détenait la licence pour le produit biologique le plus prometteur de cette catégorie. Elle a été jugée inéligible 2 mois après mon départ. La pluie venait remplir le silence entre eux. J'ai découvert plus tard, dit-il d'une voix calme, que sa demande avait été déclassée par quelqu'un en amont. Discrètement, stratégiquement. Evelyne sentit sa gorge s'assécher. Elle est décédée 6 mois plus tard, ajouta-t-il. Maisie avait 2 ans et demi. Pas d'apitoiement sur soi, pas de théâtralité. Juste un homme qui énonçait la vérité sans phare sur ce qui l'avait brisé et ce qui ne l'avait pas brisé. « Et l'entreprise ?» demanda-t-elle. Il la regarda. La douceur dans ses yeux fit place à quelque chose de plus tranchant. L'ancienne Sterling Biotech. Le nom la frappa comme un coup de poing. Lucas. Il avait soutenu leur accord d'acquisition il y a 4 ans. Elle s'en souvenait. Les relations publiques promettaient des approbations rapides et une valorisation gonflée. Elle murmura « Vous étiez la conscience clinique qu'ils ont enterrée. » Il haussa légèrement les épaules. « J'étais concierge avant même de tenir un balai. » Evelyne ne savait pas quoi dire. Son esprit se mit à réfléchir à des stratégies, des déclarations, des dommages, le contrôle, l'éthique, les conseils d'administration, mais rien ne lui semblait approprié. Pas ici, pas sous la pluie, avec cet homme dont le chagrin avait été soigneusement expurgé pour le profit de l'entreprise. « Mais tu n'as pas rendu cela public ?» finit-elle par demander. Gavin secoua la tête. Maisie avait besoin d'une vie stable, pas de conférences de presse et de dépositions. Tu aurais pu enterrer Lucas. Je ne cherchais pas à me venger, dit-il. Je cherchais à survivre. Il y a une différence. Elle le regarda. Cet homme qui avait toutes les raisons d'être en colère, mais qui avait choisi d'élever une fille à la place, qui avait troqué un titre contre la paix, qui était entré dans sa vie non pas pour la gloire, mais pour une petite fille avec une cuillère et l'instinct de lui faire confiance. « Je suis désolée, dit-elle, et elle le pensait. Il sourit. « Vous ne me devez rien. »« Non, dit-elle, mais j'avais besoin de le dire. » Un éclair déchira le ciel au-dessus d'eux, suivi d'un coup de tonnerre. Gavin regarda la rue déserte, puis se tourna vers elle. « Je suis là pour Maisie, c'est tout. » Mais Evelyne n'en était plus si sûre. Son téléphone vibra dans la poche de son manteau. Elle le sortit, l'écran s'illumina, et elle vit un message de Nadia. « Objet, urgent. Quelqu'un d'un organisme financier vient d'appeler notre conseiller juridique externe pour lui demander un document sur votre relation avec un concierge. Ils ont utilisé le terme « note de conduite ». Evelyne fixa l'écran, puis regarda Gavin. Ils cherchent à obtenir des informations. Il ne broncha pas. Où en sont-ils? Trop près. Ils restèrent silencieux tandis que la pluie commençait à s'atténuer. « Je ne les laisserai pas vous utiliser, » dit-elle doucement. Il croisa son regard. « Alors ne les laisse pas t'utiliser non plus. » Le tonnerre s'est estompé, et quelque chose d'autre s'est installé à sa place. Une confiance plus profonde que la stratégie, plus ancienne que l'ambition. Elle n'a pas demandé à être raccompagnée, mais lorsqu'il lui a proposé son parapluie, elle l'a accepté. Ils ont marché ensemble sous la pluie, côte à côte. La salle de bal scintillait comme une coupe de champagne, exposée trop longtemps sous les projecteurs, dorée, pétillante, un peu fragile,
si on la regardait de trop près. Evelyn Blake foula le sol en marbre du gala annuel de collecte de fonds de la Fondation Bellevue, avec une élégance si parfaite qu'elle rendait les photos floues. Sa robe était sobre, en velours noir, avec un décolleté épuré, sans bijoux à l'exception d'une seule broche, l'insigne Aurelia en argent brossé. Gavin marchait à ses côtés, non pas en smoking, mais dans un costume gris anthracite qui lui allait si bien qu'il était évident qu'il ne l'avait pas emprunté. Comme toujours, sa posture était assurée, sans raideur, sans chercher à impressionner, juste présente. Toutes les têtes se tournèrent. Les chuchotements commencèrent en quelques secondes. C'est lui le concierge. N'est-ce pas le type des photos de Central Park? Pourquoi l'a-t-elle amené ici? Evelyn marchait comme si rien ne l'affectait, mais à l'intérieur, elle avait l'estomac noué. Gavin se pencha légèrement vers elle. « Tu es sûr de vouloir faire cette déclaration ?» lui murmura-t-il en retour. « Nous l'avons déjà fait, autant traverser le feu les yeux ouverts. » Il sourit. Au moins, ils servent du bon vin près du feu. La soirée se déroula dans une élégance répétée, avec des plats servis par des serveurs en gants blancs, des chaises rangées sous une arche, des PDG, des membres du conseil d'administration et des donateurs se mêlant avec une fausse aisance. C'était le genre d'événement où les histoires se tissaient, les réputations se consolidaient et les carrières se faisaient ou se défaisaient discrètement. Au milieu de la soirée, Lucas Sterling passa à l'action. Il s'approcha, un verre en cristal à la main, le blazer déboutonné, le regard trop vif pour être naturel. « Evelyn, dit-il d'un ton mielleux et menaçant, je dois dire que ta définition de l'optique a évolué. » Elle soutint son regard. « Vous en savez long sur l'évolution, surtout sous pression. » Lucas gloussa. Puis il se tourna vers Gavin. « Je ne crois pas que nous ayons été présentés officiellement. » Gavin lui adressa un signe de tête polie. « Bonjour Gavin. »« Bien sûr, » dit Lucas. « Vous êtes devenu le sujet de toutes les conversations dans les couloirs. » Il but une gorgée de son verre, marquant une pause juste assez longue pour que sa pique fasse son effet. « Ne le prenez pas personnellement, » ajouta Lucas. « C'est juste inhabituel. Un PDG qui invite la controverse à un gala destiné à rassurer les investisseurs. » « Une controverse audacieuse, » répéta Gavin, qui, vu de près, peut drôlement ressembler à de l'intégrité. Lucas serra les mâchoires pendant un demi-instant, avant de sourire à nouveau. « Je suppose que nous verrons comment Bold tiendra le coup lorsque les donateurs trimestriels commenceront à poser des questions. » Il leva son verre et se fondit dans la foule. Gavin se tourna vers Evelyn. « Ça va ?» Elle acquiesça, les lèvres serrées. Il est juste excité. C'est toujours le même Lucas, qui murmure à l'oreille tout en allumant une allumette dans l'autre. Le micro crépita au-dessus de leur tête. Une voix annonça. « Et maintenant, quelques mots de l'hôte de ce soir. La PDG d'Aurelia Medtech, Evelyn Blake. » Elle cligna des yeux. Ce n'était pas prévu au programme. Gavin recula légèrement. « À toi de voir. » Evelyn jeta un coup d'œil autour d'elle. Des dizaines de regards étaient posés sur elle, certains curieux, d'autres sceptiques, quelques-uns pleins d'espoir. Elle s'avança vers le micro. Pas de script, pas de prompteur, juste la vérité. Pour ne rien rater de ces histoires sincères, abonnez-vous et activez la cloche. « Bonsoir » commença-t-elle. « Je sais que je n'étais pas censée prendre la parole ce soir. Et c'est tout à fait approprié, car certaines des choses les plus importantes dans nos vies apparaissent sans y être invitées. » Un rire discret suffit à détendre l'atmosphère. « Je ne suis pas ici pour défendre une rumeur. Je suis ici pour défendre un principe. » Elle fit une pause, balayant la foule du regard. Le leadership ne consiste pas à se taire lorsque les choses se compliquent. Il consiste à faire preuve de transparence lorsque cela compte. Alors, soyons clairs. Oui, je connais personnellement quelqu'un qui n'appartient pas à notre secteur. Oui, j'ai déposé un mémorandum officiel sur la conduite personnelle. Oui, cela inclut le retrait complet de toute influence ou décision impliquant cette personne. Des murmures se sont élevés. Elle n'a pas bronché. Ce mémorandum a été examiné par un conseiller juridique externe. Il n'existe pas pour cacher quelque chose, mais pour protéger l'intégrité de notre processus. Elle a regardé vers le fond de la salle où se tenait désormais Gavin, les mains jointes devant lui, le regard fixe. Nous parlons beaucoup d'innovation, mais l'innovation sans éthique n'est que de la vitesse sans frein. Chez Aurelia, nous installons des freins, des garde-corps, même lorsque cela n'est pas pratique. Elle fit une pause, puis ajouta. Une voix plus douce, plus terre-à-terre, parce que notre travail touche des personnes, de vraies personnes. Et dès que nous oublions cela, nous ne méritons plus les avancées que nous poursuivons. Il y eut un silence. Puis une voix s'éleva, celle d'un homme âgé du consortium de la côte Est. Amen. Les applaudissements commencèrent lentement, puis s'amplifièrent.
Quelques donateurs se levèrent. L'un des éthiciens du Conseil national des essais cliniques approuva d'un signe de tête. Lucas ne bougea pas, mais sa mâchoire trembla. Alors qu'Evelyne descendait de l'estrade, l'animateur se pencha vers le micro. « Mesdames et messieurs, bien dit. » Mais avant que le moment ne s'estompe, Gavin s'avança. Il ne demanda pas la permission. Il se dirigea simplement vers le micro, comme un homme rendant une vérité empruntée. « Je n'avais pas l'intention de prendre la parole non plus, » commença-t-il d'une voix calme. « Mais puisque je fais désormais partie de vos conversations, permettez-moi d'ajouter quelque chose. Quelques rires nerveux. Je ne suis pas ici en tant que scientifique, actionnaire ou même employé. Je suis un père. Et j'ai déjà fait partie d'un système comme celui-ci. Un système qui décidait discrètement quelles vies méritaient d'être accélérées et lesquelles pouvaient attendre. Il n'a pas pointé du doigt, n'a pas accusé. Il a simplement laissé la salle respirer ses mots. J'ai vu ce qui se passe lorsque les raccourcis sont déguisés en stratégie, lorsque le silence est présenté comme de la discrétion. Mais j'ai aussi vu ce qui se passe lorsque quelqu'un, n'importe qui, dit « ça suffit ». Disons la vérité et laissons le processus prouver que nous avons raison. Il a marqué une pause, puis a ajouté, plus calmement, « Le statut est le raccourci d'un étranger. Le caractère est ce qui reste lorsque la salle est vide. » Et sans moi, la salle s'est figée. Le mouvement de l'air. Même le personnel de sécurité s'est figé, puis vinrent les applaudissements. Plus forts, plus intenses. Pas des applaudissements polis, mais ceux qui disent que vous venez d'assister à quelque chose de réel. Gavin s'éloigna du micro et retourna vers Evelyne. Elle pleurait. Pas un effondrement, pas une faiblesse, juste ce genre rare de larmes qui apparaissent quand quelque chose en vous finit par s'exhaler. Ce soir-là, longtemps après la fin du gala, Evelyne se tenait pieds nus dans son appartement, réchauffant les restes de Hersado et coupant des herbes andées avec des mains légèrement tremblantes. Maisie était assise sur un tabouret à côté de l'îlot, griffonnant des licornes sur une serviette. Gavin observait la scène depuis l'embrasure de la porte, sans manteau, la cravate défaite, les manches retroussées. La cuillère en bois était posée à côté de la planche à découper. Puis Evelyne l'a accidentellement fait tomber du comptoir. Elle a heurté le carrelage avec un léger claquement. Maisie a écarquillé les yeux, a retenu son souffle, puis a fondu en larmes. « Elle est cassée », se lamenta-t-elle. « Elle n'était pas censée tomber. » Evelyne se figea. « Chérie, ça va, ce n'est pas grave. » Gavin s'agenouilla à côté de sa fille et lui prit doucement le visage entre ses mains. « Maisie, » dit-il doucement, « que faisons-nous quand quelque chose de précieux tombe ?» Maisie renifla. « On le répare, » murmura-t-elle. « Exactement. » Il ramassa la cuillère. « Elle n'est même pas rayée. » Il attendit à Evelyne. « Elle n'est pas bouleversée. Elle est tombée. Elle observe comment tu réagis. » Evelyne fixa le petit objet, puis la petite fille, attendant de voir si les adultes tenaient de leurs promesses. Elle se pencha et rendit la cuillère à deux mains. « Je suis désolée, Maisie. J'aurais dû la tenir plus fermement. Merci de me faire confiance pour la réparer. » Maisie sourit. Un vrai sourire. La crise était évitée. Plus tard, après l'heure du coucher, les histoires et les petites chaussettes rangées, Evelyne raccompagna Gavin à la porte. Au début, ils ne parlèrent pas. Puis elle se pencha vers lui. Le baiser n'était pas prévu, n'avait pas été répété, ne faisait pas partie du mémo sur la conduite à tenir. C'était juste vrai. Tout a commencé par un titre qui n'était pas vraiment un titre. L'accord secret du PDG avec son petit ami concierge soulève des questions éthiques. Sous une capture d'écran floue, du mémo sur la conduite à tenir, recadré, surligné, déformé. À 8h du matin, le message avait été partagé plus de 12 000 fois. À 9h30, Evelyn Blake était assise dans une salle de réunion remplie de visages crispés et de sourcils froncés. Julia Kim se tenait devant la salle, flanquée d'un écran montrant la campagne de dénigrement qui se déroulait en temps réel. « Ils appellent ça un contrat romantique », dit-elle d'un ton sec. « Ils ont omis le cadre juridique, les clauses de récusation et tout ce qui pourrait évoquer l'intégrité. » Karen O'Neill était assise à côté d'Evelyn, les bras croisés. Qui avait divulgué le document? Julia secoua la tête, toujours à la recherche de la fuite. Cela devait provenir de quelqu'un ayant un accès direct à nos dossiers de conformité, peut-être quelqu'un figurant sur la liste de diffusion interne du conseil d'administration. Elliot Grant s'éclaircit la gorge, toujours la voix du conservatisme inquiet. « C'est préjudiciable, dit-il, non seulement pour notre réputation, mais aussi pour nos opérations. Nous entrons dans la phase finale d'examen de la nouvelle plateforme. Les investisseurs ne veulent pas de distraction. » Evelyn ne broncha pas. Il n'y a rien d'immoral dans une note de conduite personnelle. Elle est conçue pour protéger cette entreprise. L'intention n'a pas d'importance lorsque l'apparence prend le dessus, répondit Elliot.
vous le savez bien. Julia intervint, passant à la diapositive suivante. L'auteur du blog est connu pour être aligné avec les alliés médiatiques de Lucas Sterling. Il s'agit de commentaires, pas de journalisme, mais cela colle à la peau pour une raison. Ils l'ont présenté comme une dissimulation. La voix de Karen était glaciale. Lucas est derrière tout ça. Evelyn n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était une confirmation suffisante. À 11 h, la réception a reçu une enveloppe anonyme contenant des versions imprimées de l'article de blog adressé à toutes les parties concernées. À 22 h, des paparazzis se sont présentés devant l'immeuble de Gavin. Et à 15 h, la crèche a appelé. « Bonjour, monsieur Hale. Je suis désolé, mais des camions des médias sont garés de l'autre côté de la rue depuis l'heure du déjeuner. Une de nos enseignantes a été suivie pendant sa pause. Pour la sécurité de Maisie, nous devrons peut-être la garder à la maison demain jusqu'à ce que les choses se calment. » Gavin eut la gorge serrée. Il les remercia, raccrocha et regarda sa fille, qui faisait la sieste sur le canapé, sa cuillère en bois posée à côté de sa main. Puis, il décrocha le téléphone et appela Evelyn. Elle répondit dès la première sonnerie. « C'est à propos de Maisie, dit-il. Que s'est-il passé ? La garderie nous demande de la garder à la maison. Ils sont surveillés, photographiés. Je ne peux pas la laisser vivre ça. Je suis vraiment désolé, murmura Evelyn. Gavin prit une inspiration. Écoute, il est peut-être temps que je prenne du recul. Elle resta silencieuse. Non pas parce que je le regrette, ajouta-t-il, mais parce que je ne laisserai pas cette affaire avoir des répercussions sur elle. Pas encore. Non, dit Evelyn d'une voix ferme. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils ont déplacé la cible de l'éthique d'entreprise à la sécurité d'un enfant. Ce n'est pas une stratégie, c'est de la cruauté. La voix de Gavin baissa d'un ton. Evelyn, elle n'a que 5 ans. Je sais, dit-elle. C'est pourquoi je ne les laisserai pas transformer cela en un fardeau pour toi. Il soupira. Alors, quelle est la marche à suivre ? Je vous protège toutes les deux et j'arrête de jouer la défense. Ce soir-là, Julia et Nadia rejoignirent Evelyn dans son appartement. Ordinateurs portables ouverts, café en cours de préparation. Nous avons retracé les métadonnées du blog, commença Julia. Il a été rédigé il y a 3 jours. Cela signifie que la fuite a eu lieu avant le gala. Une attaque préventive, murmura Evelyn. Ils ont anticipé que le discours de Gavin allait faire sensation. Nadia, toujours méticuleuse, sortit un registre des transactions financières. Notre équipe juridique a recoupé les dates. Il y a une anomalie. Elle a fait glisser son ordinateur portable vers l'avant. L'assistant d'Elliot a reçu un paiement de consultation d'une société de relations publiques appartenant à une société écran dont Lucas Sterling est un partenaire silencieux. Evelyn a fixé le chiffre. $12, 500 $. Pas assez pour faire la une des journaux, mais assez pour influencer le récit. Nous n'avons pas encore la chaîne de contrôle complète, a averti Nadia. Mais cela lie le motif financier au moment de la fuite. Il nous faudra quelque chose de plus solide, dit Evelyn. Des relevés téléphoniques, des emails, tout ce qui porte l'empreinte de Lucas. Julia se pencha en arrière. Je peux lui tendre un piège, lancer une rumeur contrôlée dans l'écosystème des relations publiques. Quelque chose de petit, mais traçable. Si cela fuite, nous saurons exactement d'où cela vient. Evelyn acquiesça. Fais-le. Elle se tourna vers Nadia. Et toi ? Je vais déposer une requête auprès du conseil interne pour protéger l'identité de Gavin et tous les documents ultérieurs. Nous ferons valoir que la fuite de la note a violé les droits à la vie privée des patients concernés, en particulier ceux impliquant un mineur. Pouvons-nous invoquer les lois sur la protection des enfants ? Demanda Evelyn. C'est un peu risqué, mais oui. Evelyn se leva. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, mais sa posture reflétait toute l'autorité d'une PDG qui venait de décider de ne pas perdre. Alors, nous partirons en guerre. Plus tard dans la nuit, Evelyn était assise dans le noir. La ville brillait sous ses fenêtres, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle ouvrit son sac à main. La cuillère était toujours là. Elle la tint délicatement, passant son pouce sur ses rainures. Puis elle tapa un message à Gavin. « Salut, sujet, demain, laisse-la rester à la maison avec moi juste quelques jours. Je réorganiserai les réunions. Nous cuisinerons, peindrons, dessinerons. Quelque chose de sûr, quelque chose de normal. Je ne peux pas défaire ce qui est là-bas, mais je peux me battre comme une folle pour ce qui est encore ici. » Et A, pause, puis une réponse. Objet, redemain, merci, mais seulement si tu promets de la laisser t'apprendre à faire des pancakes à la banane. Ils sont sacrés dans notre maison. Elle sourit, les larmes aux yeux, mais pas par faiblesse, parce qu'elle savait exactement ce qui valait la peine d'être protégée. Le podium se dressait comme un défi silencieux face au mur de caméra. Toile de fond en acier brossé bleu marine.
l'emblème d'Aurelia Medtech gravé derrière, net, imperturbable. Evelyn Blake s'est avancée vers le micro sans note, sans prompteur, sans avocat à ses côtés, juste elle. Elle a regardé la foule de journalistes dont les flashs crépitaient déjà comme une sirène d'alarme. Son image avait fait la une des journaux pendant 10 jours consécutifs. La PDG amoureuse d'un concierge, comportement ou dissimulation. Aurelia est-elle fondée sur des préjugés personnels aujourd'hui? Elle allait répondre. « Merci d'être venue », commença-t-elle d'une voix calme. « Ne faisons pas semblant de ne pas être tous fatigués des spéculations. » Un murmure de rire, la tension se relâchant à peine. Elle prit une inspiration. On a beaucoup parlé d'un document de conduite personnelle que j'ai signé et remis volontairement à notre service juridique. Il a été présenté comme un contrat romantique, un écran de fumée, une manipulation du pouvoir de l'entreprise. Elle laissa planer le silence. Ce n'est rien de tout cela. Les appareils photo cliquaient plus vite. Il s'agit en fait de ce que nous appelons un garde-fou, une structure créée pour empêcher les gens de tomber dans le vide lorsque les choses se compliquent. Et si vous construisez quelque chose de réel, que ce soit une autoroute, une entreprise ou une vie, vous avez intérêt à installer des garde-fous. Elle s'est légèrement éloignée du micro. Je me suis récusé de toute prise de décision concernant Gavin Hale dès que notre relation a franchi la frontière du domaine personnel. Cette récusation a été examinée, renforcée et est désormais surveillée par un comité d'éthique externe composé de 2 des esprits les plus respectés dans ce domaine. Le Dr Rosalind Park, professeur de bioéthique et de confiance publique, et le professeur Daniel Ruiz, double certification en médecine et doctorat en gouvernance clinique. L'écran derrière elle s'est allumé, affichant leur nom et leurs qualifications. De vraies personnes, une vraie surveillance. Ce n'est pas du théâtre, a déclaré Evelyn, c'est de la responsabilité. Puis une autre pause. Mais qu'est-ce que le théâtre? Ce qui est dangereux, c'est le changement que nous avons observé ces derniers jours, lorsque l'attention du public a franchi une limite sacrée et s'est tournée vers un enfant. Sa voix est devenue plus calme, plus lente. Je veux être très clair. Aucun enfant de 5 ans ne devrait être retiré de la crèche parce que les adultes ne savent pas faire la différence entre la curiosité et la cruauté. Un murmure d'approbation a parcouru la salle. Aujourd'hui, a-t-elle poursuivi, je ne défends pas seulement un document. Je défends l'idée que l'intégrité peut coexister avec l'émotion, que le leadership ne se prouve pas en cachant son humanité, mais en la protégeant par des processus. Puis un dernier coup de couteau. Et pour tous les médias qui continuent de tourner autour de cette histoire, je vous exhorte à détourner vos objectifs des clôtures des cours de récréation. Et si vous voulez parler de conduite, commencez par la vôtre. Elle acquiesça une fois, c'est tout, et s'éloigna. Julia croisa son regard derrière ses lunettes. Vous venez d'établir une nouvelle norme. Pas de manipulation, pas de démagogie, juste du courage. Evelyn expira. Espérons que cela tienne. Ce sera le cas, dit Julia, car vous venez de donner à la vérité un laissez-passer pour la presse. Nadia intervint, son téléphone à la main. Les documents juridiques ont été déposés. Nous avons demandé une injonction d'urgence pour préserver les enregistrements numériques et verbaux liés à la fuite. Tous les registres des assistants de communication interne, les rapports de contact avec les médias par procuration et les leurs, demanda Evelyn. Julia sourit comme une joueuse d'échecs qui venait de sacrifier sa reine à dessein. Envoyé ce matin. Le piège était simple. Une note de service fabriquée suggérant qu'Aurelia envisageait l'acquisition d'une petite application de bien-être, suffisamment inoffensive pour être plausible, suffisamment juteuse pour être divulguée. Seules 3 personnes avaient accès à la fausse note de service. L'une d'elles était l'assistante d'Elliot Grant. Il ne leur restait plus qu'à attendre. 4 heures plus tard, l'appât fit surface. Un blog People spécialisé dans la finance avait publié une exclusivité en ligne. Aurelia envisage de se lancer dans les technologies de santé mentale selon une source interne qui annonce une annonce dès le prochain trimestre. Julia était au téléphone en quelques secondes. « Je veux une trace de l'adresse IP de cet article de blog immédiatement. » Elle se tourna vers Evelyn, qui venait de revenir dans son bureau en retirant son blazer. La fuite s'est produite exactement comme nous l'avions prévu, Eve. Nadia apparut dans l'embrasure de la porte, son ordinateur portable à la main. « Tu dois écouter ça. » Elle cliqua sur « Play ». Un enregistrement vocal emplit la pièce. L'assistant d'Elliot. « Je l'ai envoyé ce matin. Oui, je suis sûr que cela aidera à ramener le récit là où vous le souhaitez. » Une autre voix, sans déguisement. « Bien. Assurez-vous qu'il ne puisse pas être tracé. Je ferai le paiement par l'intermédiaire de la même société. Vous savez comment cela fonctionne. » Cette deuxième voix appartenait à Lucas Sterling.
La pièce devint silencieuse. Evelyne se pencha en avant. Nous l'avons. Nadia acquiesça. Journal complet des appels, trace IP, déclencheur de transaction. On l'a. Et le bureau d'Eliott. Julia poussa un soupir mi-incrédule, mi-soulagé. Il vient de tout nous donner. Evelyne ne sourit pas. Elle se contenta de prendre son téléphone. Il était temps d'appeler le président du conseil d'administration. Ce soir-là, Evelyne était assise dans son salon, un verre de thé à la main. Pas de vin, pas de playlist festive, pas de feu d'artifice, juste le doux bourdonnement des dessins animés en arrière-plan. Maisie était recroquevillée sur le canapé, la tête sur les genoux de Gavin, une pile de fiches de recettes de pancakes à la banane éparpillées sur la table basse. Evelyne les rejoignit. Gavin leva les yeux. « Alors, tu n'as pas brûlé le bâtiment. Je l'ai juste recablé, » répondit-elle. Il lui tendit l'une des fiches. Elle représentait un fils souriant et deux bonhommes allumettes se tenant la main. L'un avait un chignon, l'autre une serpillière. Evelyne rit doucement. « C'est moi, apparemment. »« Oui, » dit Gavin. « Mais y pense que tu travailles dans le nettoyage maintenant. »« En quelque sorte, » marmonna Evelyne. « Je nettoie des décennies de pourriture corporative. » Il se pencha vers elle. « Eh bien, tu le fais magnifiquement. » Elle le regarda. Pas de garde, pas de presse, pas de mémo. Juste une femme, un homme et un enfant sur un canapé, apprenant à construire ensemble quelque chose d'honnête. Les lumières s'éteignirent, non pas pour créer un effet dramatique, mais pour mettre l'accent sur la scène principale du Westgate Pavilion, où les lancements technologiques étaient généralement ponctués d'animations flashy et de démonstrations répétées à l'excès. Ce soir-là, tout commença dans le silence. Pas de compte à rebours, pas d'introduction grandiose, juste une révélation lente et intentionnelle de ce qui comptait vraiment. Le docteur Karen O'Neill se tenait au centre de la scène, vêtu d'un chemisier bleu marine. Pas de blouse de laboratoire, pas de badge avec son titre, juste sa présence. Calme, exigeante, profondément humaine. Derrière elle, l'écran affichait une seule ligne en blanc sur fond noir. La dignité n'est pas une caractéristique, c'est un fondement. Si cette citation vous a touché, laissez un « j'aime » pour que nous puissions parler davantage de scènes comme celle-ci. Le public s'est tu. « Bonsoir » a-t-elle commencé. « Je ne suis pas ici ce soir pour présenter un produit. Je suis ici pour présenter une promesse. » Quelques hochements de tête dans le premier rang. Des universitaires, des investisseurs, des médecins, des patients participant à des essais cliniques et des chaises pliantes habillées de leurs plus beaux atours. Karen a poursuivi. Au cours de l'année dernière, Aurélia a construit non seulement une plateforme, mais aussi une philosophie, une conviction que la dignité doit primer sur les données, que chaque histoire de patient est plus qu'un numéro de dossier, plus qu'un critère d'évaluation d'essais cliniques, plus qu'un chiffre qui s'inscrit dans nos modèles trimestriels. Elle passe à la diapositive suivante. La charte de dignité des patients. La salle se penche en avant. Cette charte a été élaborée avec la contribution de plus de 50 patients, experts en éthique, conseillers cliniques, et oui, parents, soignants et même concierges. Des rires éclatent, légers et apaisants. Karen sourit doucement. L'idée est simple. Les données ne souffrent pas. Les gens, oui. Et chaque système que nous construisons devrait commencer par écouter. Puis elle fait quelque chose d'inattendu. Elle s'écarte. 2 chaises ont été amenées sur scène. Assis dessus, le docteur Rosalind Park et le professeur Daniel Ruiz, le comité d'éthique externe nommé 2 semaines auparavant. Ruiz a pris la parole en premier, de manière concise mais chaleureuse. La transparence n'est pas une faveur que les entreprises accordent. C'est le prix à payer pour gagner la confiance. Le docteur Park a ajouté « Nous ne sommes pas ici pour jouer les chiens de garde. Nous sommes ici pour aider la structure à supporter le poids du monde réel. » La foule a répondu par des applaudissements sincères et spontanés. Karen est revenue au micro, la voix douce. « Je voudrais maintenant rendre hommage à notre PDG, Evelyn Blake, non pas pour avoir mené cet effort, mais pour avoir pris du recul au moment le plus important. Elle a choisi d'assister au lancement de ce soir en tant que membre de cette communauté, et le fait qu'elle ait pris du recul est en soi une forme de leadership. Les projecteurs ne se sont pas tournés vers la scène, mais vers la 4e rangée où Evelyn était assise. Pas d'entourage, pas de fanfare, juste son tailleur noir, son dos droit et sa main serrant un programme plié comme s'il contenait la forme de son dernier mois. Elle a brièvement hoché la tête. Les projecteurs se sont éteints. Dans les coulisses, dans une salle de réunion à huis clos, l'heure du jugement a sonné. Le comité d'éthique du conseil d'administration avait reçu l'enregistrement complet la veille.
L'assistant d'Elliott confirmait la réception de fonds provenant d'une agence de relations publiques appartenant à la société écran de Lucas Sterling, et la voix de Lucas lui-même donnait des instructions concernant la fuite et le récit. Le rapport avait été examiné. Les conséquences avaient été déterminées. Lucas se tenait debout devant la longue table en chêne, dépouillé de son arrogance habituelle. Sa cravate était trop serrée. Ses mains, d'ordinaire expressives, restaient à plat sur la table. L'image était en train de se détériorer, a-t-il argumenté d'une voix sèche. J'essayais de protéger Aurélia d'une ruine de sa réputation. Le président du comité n'a pas scellé. Vous avez orchestré une fuite ciblée qui a mis en danger une mineure et sapé les protections éthiques ratifiées par votre propre conseil d'administration. Lucas a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. La décision a été prise. Suspension immédiate. En attendant une enquête approfondie. Une déclaration publique suivra. Pas d'indemnité de départ, pas de parachute doré. Quant à Elliott, il a reçu une réprimande officielle, a été placé sous surveillance interne et fortement encouragé à prendre un congé. Garder la confiance, a déclaré le président, signifie que vous ne vendez pas les clés. À l'extérieur, Evelyne a reçu la nouvelle dans un coin tranquille du pavillon. Elle n'a pas applaudi, elle ne s'est pas réjouie. Elle a simplement fermé les yeux pendant un instant, puis les a rouverts au son des rires des enfants près du bar à jus. Plus tard dans la soirée, le maître de cérémonie a invité Evelyne à monter sur scène pour prononcer quelques mots de conclusion. Elle a hésité, puis s'est levée. Mais lorsqu'elle a atteint le podium, elle n'a pas lu de discours préparé. Elle n'a pas récapitulé le produit. Elle n'a rien justifié. Elle a regardé la foule composée des participants à l'essai, des ingénieurs, des membres du conseil d'administration, des sceptiques et des alliés. Et elle a dit « Quand j'avais 8 ans, j'ai vu ma mère poser une question lors d'une réunion publique. Elle n'était ni médecin ni scientifique, mais elle était aide-soignante. Et elle a dit quelque chose que je n'ai pas compris. On ne peut pas instaurer la confiance si on ne parle qu'aux personnes qui ont déjà un micro. » Elle a regardé vers le premier rang où Gavin était assis, Maisie entre eux, balançant ses jambes depuis sa chaise. Ce dernier mois a remis en question tout ce que je pensais comprendre du pouvoir, des processus et de l'amour. Et j'en suis venu à croire que le leadership le plus puissant est celui qui choisit des garde-fous, non pas pour limiter les gens, mais pour protéger ce qui est bon. Elle a fait une pause, la voix serrée. Et si, au cours de ce processus, quelqu'un, en particulier un enfant, a eu l'impression que sa sécurité était négociable. Je suis profondément désolé. Silence, puis applaudissements. Pas tonitruant, mais respectueux, durable. Evelyne quitta la scène la tête haute, non par fierté, mais par clarté. Elle avait construit un pare-feu, et il avait tenu bon. À la fin de la soirée, dans une partie plus calme du pavillon, Evelyne trouva Maisie en train de tracer son nom dans la condensation sur une table en verre. Gavin se tenait à proximité, les mains dans les poches. Evelyne s'accroupit à côté de la fillette. « J'ai quelque chose pour toi », dit-elle. Elle sortit de son sac à main la petite cuillère en bois, propre, polie et enveloppée dans un tissu brodé des initiales de Maisie. Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent. « Je pensais que tu la gardais », murmura Maisie. Evelyne sourit, la voix douce. « J'ai essayé mais je l'ai laissé tomber. Et j'ai réalisé que je ne voulais pas te garder, dit-elle en lui tendant la cuillère. Je veux apprendre à te tenir correctement, même si parfois je me trompe, mais je vais réessayer. » Maisie tendit la main vers la cuillère, puis se précipita vers elle et la serra fort dans ses bras. Gavin les regardait, 1000 émotions se reflétant dans ses yeux, mais une seule prévalait sur toutes les autres. Ce n'était ni de la charité, ni de la pitié. C'était mérité. Evelyne leva les yeux vers lui, tenant toujours l'enfant dans ses bras. « Je n'offre pas de poste à Gavin Hale, » dit-elle assez fort pour qu'il soit le seul à l'entendre. « Mais j'aimerais vous présenter quelqu'un. » Gavin haussa un sourcil. « J'aimerais l'inviter à devenir le premier membre de la communauté des patients d'Aurélia. Pas de salaire, pas de titre, juste une voix qui rend compte directement au comité d'éthique. » Gavin cligna des yeux. « Tu es sûr que ton conseil d'administration va apprécier ?» Elle sourit. « Ils n'ont pas à l'apprécier. Ce n'est pas une promotion, c'est un partenariat. » Il sourit lentement et profondément. « Je vais le faire, dit-il, si je peux garder mes gardes de nuit. » Evelyne rit. Marché conclu. Maisie applaudit entre eux. La cuillère en bois était à nouveau en sécurité dans sa poche. Et pour la première fois depuis longtemps, tout semblait encore inachevé, mais juste. Le soleil n'était encore qu'une rumeur à l'horizon lorsque Evelyn Blake entra dans Central Park. Elle ne portait pas de talons aujourd'hui, juste des baskets, un cardigan oversize et un cœur qui battait bien plus fort que ses pas. L'air était frais en ce début octobre. Les feuilles avaient commencé à abandonner leur combat.
Des tapis ambrés, rouilles et dorés recouvraient le chemin devant elle. Elle n'avait pas pris son téléphone, ni son assistante, ni les gardes qui la suivaient habituellement partout où elle allait. Juste elle et la cuillère en bois dans sa poche. Elle arriva au vieux banc près du lac, celui où Maisie lui avait remis cette cuillère pour la première fois, avec plus de confiance que la plupart des adultes n'en offraient dans toute une vie. Et il était vide. Evelyne s'assit, les doigts crispés sur ses genoux, essayant de ne pas imaginer le pire. Peut-être était-il parti. Peut-être qu'après tout ce que Lucas avait fait pour réprimer le conseil d'administration, Gavin avait décidé qu'elle représentait trop de dégâts, trop de risques. Elle baissa les yeux vers ses mains, stable, forte, mais même la force avait ses limites. 5 minutes passèrent, puis 10. Elle était sur le point de se lever lorsqu'elle entendit des pas derrière elle, puis une voix familière, douce comme la lumière du matin. « Je me suis dit que si j'apportais le café, Gavin a dit que tu me pardonnerais peut-être de ne pas être du matin. » Les yeux d'Evelyne tourna les yeux déjà remplis de larmes. Il se tenait là, vêtu d'un pull bleu marine et d'un jean, tenant 2 gobelets en papier et arborant un sourire en coin qui l'avait aidé à traverser des tempêtes qu'elle n'avait jamais vues venir. « Tu es venu » murmura-t-elle. « Je viens toujours » répondit-il. Elle prit le gobelet, ses doigts effleurant les siens un instant. Ils restèrent assis là, buvant tranquillement, le monde doux autour d'eux, les oiseaux commençant leur chant, 1 ou 2 joggers au loin, quelque part à proximité, un enfant qui riait, puis Gavin rompit le silence. « Je pensais, dit-il, à la première nuit, Bella-Rose, tu étais assise là, parfaitement immobile, prétendant que tout allait bien, mais je savais que ce n'était pas le cas, que tu te maintenais à flot grâce à du fil dentaire et du café. » Evelyne rit par le nez. « C'est à peu près ça ?» Il la regarda alors pleinement. Pas comme la PDG, pas comme la femme qui avait reconstruit l'éthique d'une entreprise à partir de zéro. Juste elle. « Si tu as encore besoin de quelqu'un pour jouer ce rôle, dit-il d'une voix calme, je ne peux plus le faire. » Elle retint son souffle. « Parce que je ne fais pas semblant. » Il déglutit péniblement. « Je t'aime, Evelyne. Pas la version sur scène, pas celle dans la presse, juste la femme qui s'agenouille quand un enfant pleure, qui cuisine mal mais qui essaie quand même, qui rend les cuillères parce qu'elle sait ce qu'elles signifient. » Elle cligna des yeux pour retenir ses larmes. Une lueur s'échappa. « Tu es en retard, » murmura-t-elle. Il haussa un sourcil. « En retard ?» Elle acquiesça, en riant maintenant. « J'allais le dire en premier. » Puis elle tendit la main vers lui. Pas de façon dramatique, pas avec des feux d'artifice, juste un geste calme et assuré. « Je t'aime aussi, dit-elle. » Alors, je suppose qu'il pencha la tête. « Devine quoi ?»« Devine, dit-elle en souriant pleinement. Maintenant, tu devras te contenter d'être mon futur mari. » Derrière eux, des pas légers s'approchèrent. « Papa, dit une petite voix. Vous prenez un café au bord du lac sans moi ?» Maisie se tenait là, avec ses baskets violettes et 2 grandes cuillères en bois dans la poche avant de son sweat à capuche. Ses boucles reflétaient les premiers rayons du soleil comme un halo. Evelyne ouvrit les bras. Maisie courut se jeter dans ses bras. Ils s'assirent tous les 3 sur le banc. Pas d'appareil photo, pas de salle de réunion, pas de communiqué de presse, juste des bras, de la chaleur et le lent déroulement de quelque chose de réel. Gavin sortit un papier plié de son manteau. C'était un dessin au crayon. 3 bonhommes allumettes. L'un tenait un balai, l'autre avait un chignon. Le 3e était très petit et tenait une cuillère plus grande que sa main. Il le montra à Evelyne. « Elle nous appelle la brigade des cuillères », dit-il en souriant. « Je rejoins cette brigade sans hésiter », répondit-elle. Le soleil finit par apparaître au-dessus du lac, projetant une longue lumière sur l'eau. Elle illumina leurs visages d'une lumière chaude et dorée, les baignant d'une lueur qui n'avait pas besoin d'être retouchée. Une caméra drone filmant pour la vidéo récapitulative de la galerie a justement fait un panoramique à ce moment-là, juste un plan silencieux pour le b-roll. 3 personnes, un banc, pas de scénario, pas de pause, juste un homme, une femme et un enfant partageant un café matinal et le début de quelque chose de plus. Les images clôtureront plus tard le film de fin d'année d'Aurélia, mais aucune légende n'était nécessaire, aucune voix off, seulement une dernière phrase qui s'estompe doucement à l'écran. Parfois, l'amour le plus vrai commence par les garde-fous les plus courageux. Parfois, la vie nous offre des moments qui ne ressemblent pas à des miracles au premier abord. Ils arrivent discrètement, comme une cuillère dans la main d'un enfant, une 2e tasse de café à l'aube ou le courage de se tenir aux côtés de quelqu'un alors que le monde entier regarde. Si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà aimé quelqu'un malgré le bruit ou essayé de reconstruire la confiance après avoir été brisé, nous aimerions connaître votre histoire. Avez-vous déjà dû vous battre pour ce qui est juste, discrètement,
sans applaudissements? Ou peut-être quelqu'un vous a-t-il déjà défendu lorsque vous ne pouviez pas le faire seul? Partagez votre expérience dans les commentaires, nous les lisons tous.